4 ans. Ça va faire bientôt 4 ans que je suis dans le self-improvement, à mon âge pourtant si jeune. Et au cours de ces années, j'ai travaillé, j'ai essayé, j'ai échoué, j'ai appris et j'ai changé. Et durant ce long voyage, je suis tombé. Je me suis rabassé la gueule un nombre incalculable de fois. Dans certains cas à cause d'idées beaucoup trop extrêmes que j'avais, d'autres à cause d'une mauvaise approche de nouveaux concepts que j'avais appris et pensé connaître. Bref, diverses raisons qui m'ont freiné et voire fait régresser dans mon self-improvement, en plus d'influencer en mal l'image que les gens avaient de moi. Et c'est qu'après ces 4 ans, que j'ai compris la cause de toutes ces erreurs que j'avais faites, et qui m'avaient fait perdre temps, mais aussi appris tellement. Et je compte bien te les dire, mais avant ça il va falloir faire un petit retour en arrière pour que tu puisses tout comprendre depuis le début. 13 ans. J'étais en 5ème et encore un enfant. Mais c'était surtout l'année du confinement et donc il s'était rien passé d'important. Pardon. Il s'est quand même passé 2 choses majeures au cours de cette année. La première, c'est que j'avais une meuf. Et ouais, ça charbonnait depuis. Et honnêtement, quand tu te mets en couple à cet âge-là, t'as une certaine vision de comment est-ce que c'est censé se passer. Pour ma part, je pensais que dans un couple, le mec devait être attentionné, aux petits soins, devait faire des cadeaux à sa meuf, lui porter son sac, lui dire je t'aime tous les jours, etc., etc. Et dans l'absolu, même si ça a l'air d'être un comportement de gentleman, à 13 ans, tu sais rien nuancer. Et donc perso, ma meuf, je lui faisais ça, mais en trop. Et au final, du coup, je m'identifiais beaucoup à ce mec-là. Ma petite voix dans ma tête arrêtait pas de me répéter que oui, j'étais, ou du moins que j'essayais d'être, ce gars parfait, ou plutôt l'image que j'en avais. Je lui disais tous les jours je t'aime, dès que j'en avais l'occasion. Je lui portais son sac en sortant des cours. Je lui ai même fait des gâteaux à la noix de coco parce que c'est ce qu'elle préférait. Bon, ça j'avoue c'était mignon. Mais au final, ce comportement peut-être un peu trop extrême que j'avais, même si la plupart des meufs disent que c'est ce dont elles rêvent, il était objectivement repoussant avec le recul que j'ai maintenant. Alors attention, je dis pas qu'il faut être un fils de pute, mais dans mon cas, le comportement un peu trop extrême que j'avais était peut-être un peu étouffant et au final ça a pas loupé. Vers mai 2020, pendant le confinement, elle m'appelle en FaceTime et me quitte en prétextant que j'étais trop bien pour elle et qu'elle ressentait plus trop rien. À cet âge-là, je sais pas exactement comment est-ce que j'ai eu ce genre de réflexion, mais je me suis immédiatement remis en question parce que elle mettait beaucoup la faute sur elle tout au long de la rupture. Elle arrêtait pas de répéter que ouais, c'était de sa faute, que c'est moi qui étais trop bien pour elle et que c'est elle qui perd ses sentiments. Mais au fond de moi, pendant tout le long de l'appel, je me répétais la question. Là, qu'est-ce qui se serait passé si j'étais plus beau? Là, qu'est-ce qui se serait passé si j'étais un peu moins étouffant? Là, qu'est-ce qui se serait passé si j'étais un peu plus grand? Là, qu'est-ce qui se serait passé si j'étais un peu plus musclé? Est-ce qu'on serait vraiment en train de s'appeler pour qu'elle me quitte si jamais j'étais vraiment le mec dont elle rêvait? Je pense pas. Alors attention, on était encore des enfants, donc je dramatise pas non plus le truc de baiser. Mais quand même, faut savoir que depuis je me suis pas remis en couple. Je sais pas si c'est forcément à cause de cette histoire-là, mais depuis j'en ai pas forcément ressenti l'envie ou le besoin. Mais en tout cas, c'est cet événement-là qui m'a mené au deuxième événement le plus important de cette année-là, c'est-à-dire la découverte du self-improvement. Notamment avec Kylian Sensei. Et honnêtement, la sensation que j'ai eue, c'était comme découvrir un tout nouveau monde, ou découvrir la vérité après une vie de mensonge. Un peu comme Neo qui sort de la matrice. Peut-être que t'as déjà eu la même sensation quand toi aussi t'as découvert le dev perso, tout ça, tout ça. 14 ans. À ce moment-là, du coup, je connaissais déjà le self-improvement et honnêtement, je pensais tout connaître. Cette sensation de sortir de la matrice, de découvrir la vérité, dans ma tête, je me sentais plus pissé. Parce que je me sentais même extrêmement privilégié d'avoir les informations que j'avais, qui à l'ancienne étaient beaucoup basées sur la société, le féminisme, les relations hommes-femmes, etc., etc. Et au final, je commençais à en parler à tout le monde, pensant de une, répondre la vérité, et de deux, que tout le monde s'en intéressait alors que la plupart s'en battaient les couilles. Et ici, le plus gros problème, c'est surtout cet aveuglement, avec cette nouvelle découverte et information que j'avais qui me faisait en parler à tout le monde. Et ça, gros, je le dis à toi, maintenant, si tu viens de découvrir le dev perso ou le self-improvement, force-toi à ne pas en parler aux gens. Simplement parce que, comme je l'ai dit, tu vas donner des informations, dans la plupart des cas, très peu précises, voire fausses, tu vas très mal les exprimer ou les articuler, et tu vas manquer de nuances quand on parleras. Et donc, tu iras complètement à l'opposé de ce que tu voulais de base, c'est-à-dire aider les gens. Parce que, dans le meilleur des cas, juste ils t'écouteront pas parce que tu dis n'importe quoi, et dans le pire, tu les dégoûteras parce que juste tu dis trop de la merde et tu donneras une mauvaise image du self-improvement. Sauf que moi, ça m'aura pas arrêté, et pendant tout le long de l'autre moitié de ma 4ème, je débat, mais je débat beaucoup avec les gens. Et plus précisément, surtout à propos de féminisme, parce que c'est le truc sur lequel j'ai vu la plus grosse révélation, entre guillemets, parce que j'étais dans ma phase où je venais de découvrir que le féminisme moderne, c'était un peu de la merde, etc., etc. Et je parlais que de ça à tout le monde. Et même si on peut dire que le débat c'est un bon exercice pour échanger des idées, améliorer son élocution
élargir son horizon de pensée. Le type de débat que j'avais, ça avait mais rien à voir. Principalement parce que je me fermais de base en fait à tout autre point de vue et donc je perdais une composante essentielle, extrêmement utile du débat qui est à la base l'échange d'idées pour pouvoir enrichir son propre point de vue. Et surtout parce que mon approche du débat était assez particulière en fait. Je débattais pas vraiment, juste je demandais l'avis aux gens pour pouvoir montrer qu'il est faux et qu'il est pas bon grâce à mes connaissances entre guillemets et plus globalement ce que je pensais. Exemple tout con, je me rappelle qu'à un moment, j'étais carrément à un stage de sport de la mairie et que je demandais à des meufs que je ne connaissais pas au stage de sport si elles étaient féministes, juste pour qu'elles me disent oui et que je commence à débattre avec elles. C'est pour vous dire les gars à quel point est-ce que j'étais matrixé et con. Et donc, à cette période, ce que je faisais principalement, c'était attaquer le point de vue des autres et défendre le mien très agressivement. Mais principalement faire chier les gens pour pouvoir rassurer mon ego et me dire que c'est mon point de vue qui est le meilleur. Bref, au final, c'était une année très fermée d'esprit où j'ai finalement pas appris grand chose. Tout ça parce que je pensais déjà tout savoir à cause de cette petite voix dans ma tête qui me disait tu sais déjà tout et t'as pas besoin d'apprendre. Et donc, ce que je retiens de cette année, ça serait mon arrogance et cette confiance en moi malsaine basée sur des compétences pas acquises. Ce qui m'a mené à m'improviser coach en dev perso et fait essayer de sauver des gens qui s'en battaient les couilles de quelque chose que je connaissais moi-même pas très bien. 15 ans. Je venais d'arriver en troisième et honnêtement, je pense que c'était une des meilleures années de ma vie sur pas mal d'aspects. Mais les deux aspects qui ont été plus impactés, je pense que ça a quand même été la salle et la confiance en moi. Parce que je venais de passer cette petite période où t'es débutant et c'est juste chiant d'aller à la salle pendant ma quatrième et je commençais vraiment à kiffer. Je commençais à soulever un tout petit peu lourd parce que mes muscles stabilisateurs étaient un peu plus développés. Je m'entraînais avec les potes de mon ref et mon ref. Il y avait une ambiance de gym bro, on s'entraînait ensemble, on posait ensemble dans les vestiaires. C'était vraiment une dinguerie. Et au final, cette ambiance et cette régularité que j'avais à la salle justement parce que je kiffais y aller, elle a contribué à de une, mais certains progrès physiques que j'ai fait tout au long de l'année et par la même occasion, la confiance en moi. Je pense que c'était l'année, même la période de ma vie où j'étais le plus décomplexé avec mon corps. Et ça, je peux le voir dans ma galerie parce que c'est le moment où j'avais le plus de photos de moi à poil. Et en y repensant, ça, je trouve que c'était grave cool parce que c'était justement une période où j'avais grave confiance en moi et où je m'en battais un peu les couilles du regard des autres et où j'étais content de mon physique même s'il était éteint. Pour parfaire cette merveilleuse année, on a eu un voyage scolaire en Grèce. Et devinez qui est-ce qu'il y avait pendant ce voyage scolaire en Grèce? Mon ex de 5ème. Et honnêtement, j'avais tourné la page depuis un petit moment. Je m'étais dit que bon, c'est du passé, c'est du passé. Maintenant, on parle plus. Bref, je vais faire mon voyage de mon côté, elle va faire son voyage de son côté, et ça va le faire. Sauf que, au fur et à mesure du voyage, je commençais à remarquer que elle avait quand même un peu globe depuis la 5ème. Et j'étais en mode, wesh, elle est pas mal en vrai, tu vois. Et j'en avais parlé avec deux de mes potes pendant tout le long du voyage en mode, wesh, mais attendez, mon ex, elle est fraîche là. Et ils se disent, Ouais, franchement, elle est douce, tu vois. et donc j'étais en mode, ok, bon, on va voir ce que je peux faire, et si jamais j'arrive à la gérer, tant mieux. Et au bout du deuxième ou troisième jour, je crois, moi et mes potes, on va dans la chambre des meufs où il y a mon ex, et on dort tous ensemble. Et moi avec mon ex, on décale dans un lit à part, et on dort ensemble, et on se pécho. Et mon gars, au moment où je l'ai pécho, frère, j'ai eu un flashback du FaceTime qu'on avait eu quand elle avait dit « Ouais, t'es trop bien pour moi ». Et j'ai pas rigolé, j'ai rigolé intérieurement parce que j'étais en mode wesh, ok, c'est bon, là je l'ai fait. Et du coup, j'étais content et ça m'a aussi un peu ouvert les yeux parce que j'étais en mode bon, bah, j'étais pas trop bien pour elle parce que je suis mieux maintenant et ça va, tu vois. Donc je savais que c'était une excuse de merde, mais tu vois, ça me faisait quand même rire. Au final, c'est un peu parti en couille parce que le matin, quand on devait retourner dans notre chambre avec mes potes, on devait passer par le balcon parce qu'on devait pas passer par le couloir. Et je sais pas comment, mais on s'était fait cramer. Et quand je suis revenu en France, frère, paf, rapport, exclusion, etc., etc. 16 ans. Ah là 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 là, l'arrivée au lycée. Un changement d'environnement, de nouvelles rencontres avec de nouvelles personnes. Et honnêtement, l'année la plus chill du lycée. Les gars, vraiment, si vous en faites pour la seconde, vous en faites pas, c'est chill de ouf. Pas d'examen majeur, pas d'enjeu, une quantité de travail raisonnable. Honnêtement, les gars, c'est chill, vous en faites pas. Mais alors, qu'est-ce qui aurait pu se passer de mal cette année? Quelle majeure erreur j'aurais pu faire qui aurait pu foutre la merde dans ma vie? Cette fois-ci, le truc sur lequel j'ai le plus fucked up, c'était ma scolarité. Pour que tu aies un peu de contexte, niveau scolaire, j'ai jamais été très bon, mais j'ai jamais été particulièrement mauvais, même si mon niveau, on va pas se mentir, penchait un peu plus du côté du mauvais que du bon.
Tout ça pour dire que l'école c'était déjà un peu chaud pour moi, mais que j'arrivais toujours à m'en sortir in extremis, je sais pas vraiment comment. Et au moment de mon arrivée en seconde, j'avais justement déjà beaucoup d'a priori sur cette classe, avec le témoignage de mes frères et sœurs qui disaient que c'était de l'eau et d'autres avis extérieurs. Donc j'y vais un peu les mains dans les poches en me disant que au calme. Résultat, je finis le premier trimestre, je suis genre à 8-9 de moyenne et c'est la merde. Mais donc à la fin du premier trimestre, je me mets une grosse déterre et la petite voix dans ma tête me dit moi je suis une pute, moi je vais être une merde. Et je me dis que je dois faire quelque chose qui marque et quelque chose de grand. Et donc je me fixe comme objectif d'arriver à 17 de moyenne au deuxième trimestre. Ouais, ça sonne foireux, hein. Parce que même moi, si je suis le premier à dire qu'il faut croire en ses rêves et fixer de gros objectifs, dans ce cas-là, c'était plus de l'arrogance et un désir d'avoir des résultats sans trop travailler à l'école. Parce que même si je m'étais fixé cet gros objectif qui est de passer de 8 à 17 de moyenne, à côté, j'allais toujours autant à la salle, c'est-à-dire tous les jours, et j'y passais beaucoup plus de temps que chez moi en train de réviser mes cours. Et au final, ce mini-moi, cette partie arrogante qui refusait d'échouer, mais aussi de travailler, a fait que, en conclusion du troisième trimestre, le constat est unanime, les profs veulent que je redouble. Et on aura beau aller voir le proviseur et même faire un appel de commission, le constat est unanime et ne changera pas, je redouble. Et on se retrouve maintenant, avec le recul que j'ai. Et c'est pour ça d'ailleurs que je peux te partager ce qui pendant ces longues années m'a poussé à faire la plupart de mes erreurs, et plus globalement la plupart de mes actions. On lui donne plusieurs noms. Certaines personnes l'appellent leur conscience, d'autres la petite voix dans leur tête. Mais nous, on va l'appeler l'ego. L'ego ici, ça va pas être ce sentiment arrogant et déplacé qu'on connaît. Ici, l'ego, ce sera beaucoup plus le deuxième mini-nous dans notre tête. L'image qu'on se donne de nous-mêmes. Notre alter ego subconscient, qui lui a l'air de bien avoir sa conscience. Notre sorte de Jiminy Cricket, à nous. Maintenant qu'on sait ce que c'est, on peut voir à quel moment est-ce qu'il nous aide et à quel moment il nous dessert. Parce que c'est vrai que dans certains cas, le fait d'avoir une bonne estime de soi peut être utile, même très utile. Mais d'après mon expérience et mes observations, la plupart des situations où c'est ton ego qui parle ou agit sont rarement bénéfiques pour toi ou ta personne. Il peut même te mener sur un chemin que t'as pas forcément envie d'emprunter. Simplement parce que ton ego, c'est pas vraiment toi. C'est une sorte de conscience parallèle que la plupart des gens, et même toi, écoutent beaucoup trop souvent. C'est le fait de trop écouter cette voix qui peut te mener à pas agir de façon naturelle avec ta meuf, parce que tu te bloques dans ce prisme et cette image mentale que t'as toi-même. C'est le fait de trop écouter cette voix qui peut te fermer d'esprit et te faire devenir un fils de pute qui débat de façon inutile avec tout le monde, leur reprochant de rien connaître, de pas s'ouvrir à de nouvelles idées ou d'être trop extrême. Alors que pour l'instant, ça sonne plus comme une bonne autodescription. C'est le fait de trop écouter cette voix qui peut te mener à pécho ton ex au détour d'un voyage scolaire pour au final te prendre un rapport et 2 jours d'exclusion. Tout ça parce que tu te prenais juste un peu trop pour un mec que t'étais pas vraiment. Et c'est le fait de trop écouter cette voix qui pourrait te faire rater ton année parce qu'après un faux départ, tu refuses d'accepter tes erreurs et les corriger et préfères te fixer des standards beaucoup trop élevés sans même prendre en compte les efforts à fournir ou la quantité de travail nécessaire. Tout ça parce que tu refuses de te fixer des objectifs moindres car tu refuses d'être associé à quelqu'un de médiocre. Et c'est finalement ça qui te mènera à ta perte. L'ego au final c'est donc pas quelque chose d'essentiellement mauvais. C'est simplement la place qu'il prend dans la vie des gens et l'usage que les gens en font qui le rend ainsi. Le meilleur conseil que je pourrais donc te donner, ça serait de le buter. Kill your ego. Par là, je vais dire d'oublier, ou du moins de remettre le plus possible en question tes croyances, la vision que t'as toi-même, tes désirs, tes pensées et tes idées. Simplement parce que c'est bien ça qui empêche la plupart des personnes d'aller de l'avant et de progresser. Leur ego. C'est lui qui va leur empêcher de considérer l'opinion des autres, accepter leurs propres erreurs et finalement se remettre en question. C'est pour ça que je te le dis maintenant. Oublie-toi. Oublie pendant un moment tout ce que tu sais et découvre de nouvelles choses. Autorise-toi à échouer pour apprendre et progresser, autorise-toi à ne pas être parfait tout de suite pour le devenir plus tard, et autorise-toi à remettre en question ce que tu penses et à changer d'avis. Comme on dit, il n'y a que les idiots qui ne changent jamais d'avis. Et ouais,
Quel genre de personne pense la même chose toute sa vie, sans aucune évolution ou nouvelle réflexion? Les idiots. J'en étais un d'ailleurs avant. Je dirais pas que j'en suis plus un maintenant, mais au moins j'arrive à me remettre en question et à assumer que j'ai tort. Chose que j'étais pas forcément capable de faire avant. Et donc je te dis pas forcément qu'il faut pas se fixer de gros objectifs ou de pas avoir confiance en ce que tu crois. Mais à titre personnel, ma confiance me guide, mais c'est l'ouverture aux nouvelles idées et mes remises en question qui tracent mon chemin vers l'évolution. Pour en revenir à moi, j'ai 17 ans et ça va être la dernière année de ma vie où je serai encore considéré comme un enfant. La dernière année de ma vie où je serai encore mineur. La dernière année de ma vie où je serai pas un adulte. Pour cette année, j'attends donc de progresser pour pouvoir atteindre tous les objectifs que je m'étais fixés, mais aussi de m'épanouir et d'être heureux.